Elle s'appelait Amélia, et elle croyait tout contrôler. Son sourire parfait, ses gestes mesurés, son allure élégante qui flottait dans les dîners comme une brise de confiance tranquille. Elle avait toujours été celle que l'on regardait sans oser s'approcher, la femme mariée à un homme discret mais puissant, Alain. Ils formaient un couple de vitrines, riche, beau, irréprochable. Du monde en apparence. Car derrière les rideaux de velours et les repas raffinés, Amélia s'ennuyait. Elle s'ennuyait à mourir dans une routine dorée, à voir son mari partir chaque matin dans un silence poli, revenir le soir avec la même question. Ta journée s'est bien passée. Elle avait tout, sauf ce frisson qui faisait battre le cœur plus vite. Et c'est pour cela qu'un jour, elle n'a pas résisté. C'était un hasard d'abord, une rencontre dans une galerie d'art, un homme charmant, plus jeune, aux yeux clairs, aux mains nerveuses. Il s'appelait Hugo. Il l'a fait rire, il l'a touché du regard, il lui a parlé comme une femme et non comme une épouse. Très vite, ils ont échangé des numéros. Et une semaine plus tard, ils étaient dans un hôtel discret du 9e arrondissement, entre des draps où Amélia retrouvait une version d'elle-même qu'elle pensait disparue. Chaque rendez-vous avec Hugo était un souffle d'oxygène. Elle se sentait vivante, irrésistible, désirée. Elle riait de plus en plus, mentait de mieux en mieux, croyant qu'Alain, cet homme trop calme, trop occupé, trop raisonnable, ne verrait jamais rien. Elle effaçait les messages, prenait des taxis anonymes, inventait des rendez-vous caritatifs et des cours de yoga. Rien ne la trahissait. Rien ne pouvait la trahir. Elle se croyait invincible dans sa duplicité. Mais ce qu'Amélia ignorait, c'est qu'Alain avait vu. Il avait vu les petits changements, les sourires absents, les regards fuyants. Il n'avait rien dit. Rien demandé. Il s'était contenté d'observer, de noter, de recoller les morceaux. Un message oublié sur une montre connectée. Une facture étrange. Une serviette de bain qui ne venait pas de leur maison. Et peu à peu, Alain avait compris. Mais il ne fit pas de scène. Il ne cria pas, ne la confronta pas. Il ne versa même pas une larme. Non, il fit ce qu'il savait faire de mieux, planifier. Dans l'ombre, froidement, minutieusement. Il mit en place sa vengeance comme on prépare une symphonie, avec chaque note pensée à l'avance, chaque silence calculé. Le premier mouvement fut doux. Il se montra plus attentionné, plus tendre. Amélia crut que la routine se brisait enfin, que son mari, sans savoir pourquoi, redevenait l'homme de leur début. Elle s'éloigna doucement de Hugo, commença même à songer à couper court. Mais il était trop tard. Le deuxième mouvement arriva une semaine avant leur 10e anniversaire de mariage. Alain proposa une fête, un grand dîner chez eux, avec leurs amis les plus proches, la famille, les collègues, les voisins. Amélia, flattée, accepta avec enthousiasme. Elle choisit la décoration, la musique, la robe. Elle voulait briller. Elle ignorait qu'elle était déjà sur scène. Le soir venu, tout était parfait. Des bougies, du champagne, un traiteur étoilé. Amélia virevoltait entre les invités, sublime, radieuse. Alain, comme toujours, restait discret, souriant, maître de la situation. Puis il leva son verre, demanda l'attention. Tout le monde se tut. Il prit une grande inspiration, regarda Amélia dans les yeux, et dit « 10 ans de mariage. 10 ans de vie commune, de confiance, de souvenirs. Ce soir, je voulais partager avec vous un cadeau très spécial. Une vidéo. » Un projecteur s'alluma. L'écran blanc accroché pour diffuser des souvenirs de vacances se mit à trembler d'images. Mais ce n'étaient pas des plages ou des rires d'enfants. Non. C'était une caméra de surveillance. Un couloir d'hôtel. Amélia qui entre. Puis Hugo. Puis leurs mains. Puis leurs lèvres. Et les portes qui se ferment. Un silence glacial tomba dans la pièce. Amélia devint livide. Des chuchotements éclatèrent. Des regards choqués. Elle voulut parler, mais aucun son ne sortit. Alain, implacable, continua. Voilà ce que l'amour peut devenir quand il est trahi. Mais ce soir, je ne cherche pas à me venger. Je cherche à me libérer. Il sortit une enveloppe. Ceci est un acte de divorce. Signé. Déjà déposé. La maison n'est plus à ton nom. Le compte joint est vidé. J'ai pris soin de ne pas te laisser sans rien, mais tu ne mérites plus rien de ce que nous avons construit. Amélia vacilla, les larmes aux yeux, incapable de respirer. Les invités, gênés, certains quittant la salle, d'autres regardant leur verre comme pour s'y noyer. Alain se tourna vers elle une dernière fois. Tu croyais que je ne saurais jamais. Mais moi, je sais tout. Toujours. Puis il quitta la pièce, sans se retourner. Amélia resta seule, dans sa robe blanche, éclaboussée de honte, les genoux tremblants. Le monde qu'elle avait bâti s'effondra sous les yeux de ceux qui l'avaient envié. Et ce fut là, dans ce silence brisé, qu'elle comprit, la pire vengeance n'est pas le cri, c'est l'élégance du mépris.
Alain ne l'avait pas détruite avec des insultes, mais avec une précision chirurgicale. Elle n'était plus qu'un fantôme, regardé, jugé, abandonné. Et ce qu'elle avait cru un jeu n'était en fait que le début de sa chute. Car à partir de cette nuit, plus rien ne serait jamais comme avant. Amélia n'osa pas bouger. La salle s'était vidée, ne laissant derrière elle qu'un parfum de champagne éventé, des restes de conversations étouffées, et l'odeur cruelle de l'humiliation. Elle était restée figée, droite malgré tout, comme si un sursaut de fierté essayait de la maintenir debout alors que son monde s'effondrait. Ses mains tremblaient, sa gorge brûlait, mais elle refusait de pleurer devant les derniers témoins de sa débâcle. Quand elle quitta enfin la pièce, ses talons claquant sur le marbre, il ne restait plus personne pour la regarder tomber. Même le personnel s'était éclipsé. La nuit, dehors, était froide et muette. Comme son avenir. Les jours suivants furent d'une brutalité sourde. Son téléphone, autrefois saturé de messages, resta désespérément muet. Les invitations se tarirent. Les regards dans la rue changèrent. Des sourires polis mais distants, des murmures derrière son dos. Elle ne mit que 3 jours à comprendre qu'elle avait été rayée. Le monde qu'elle avait cru dominer, ce cercle social élégant où elle régnait avec assurance, s'était retourné contre elle sans un bruit. Même Hugo. Elle l'appela, frénétiquement, à plusieurs reprises. Il ne répondit pas. Puis un jour, il décrocha enfin. Sa voix, froide et lointaine, lui asséna la dernière gifle. « Je ne veux pas être mêlé à ça, Amélia. Ton mari est un homme dangereux. Tu t'es servi de moi. Mais je ne coulerai pas avec toi. » Et il raccrocha. Elle comprit alors qu'elle était seule. Vraiment seule. Elle n'avait plus de maison, Alain l'avait vendue en quelques jours, à un promoteur. L'argent, qu'elle pensait en partie sien, s'était évaporé dans des comptes qu'elle n'avait jamais vus. Elle consulta un avocat, espérant contester le divorce. Mais Alain, prévoyant, avait blindé chaque clause. Les preuves de sa trahison étaient accablantes, et les juges peu sensibles à ses larmes tardives. Son nom, jadis synonyme de beauté et de raffinement, s'effaçait peu à peu des dîners, des clubs privés, des associations caritatives. Même sa sœur, choquée par le scandale, coupa tout contact. Sa mère ne répondit plus aux appels. Tout le monde s'éloigna, comme si l'humiliation était une maladie contagieuse. Alors Amélia loua un petit studio en périphérie, loin de ses anciens quartiers. Un 2 pièces gris, sans âme, avec une cuisine étroite et des murs trop fins. Elle vendit quelques sacs de luxe pour payer le loyer, puis des robes, puis ses bijoux. Elle trouva un emploi de vendeuse dans une boutique de parfums, elle qui avait autrefois commandé ses flacons à Grasse. Elle se levait à 6 heures, prenait le métro, se faisait bousculer, ignorer. Personne ne la regardait plus comme une déesse. Elle n'était qu'une silhouette parmi tant d'autres. Mais les nuits étaient pires. C'est là que la vengeance d'Alain prenait tout son sens. Car ce n'était pas seulement sa réputation qu'il avait détruite. Il lui avait retiré ce qu'elle croyait acquis, sa supériorité, son confort, son pouvoir. Et surtout, sa certitude d'être aimée sans condition. Elle pensait à lui chaque soir. À ses silences, à sa patience. À cette manière calme dont il avait tout orchestré sans jamais hausser la voix. Elle se revoyait dans cette robe blanche, sous les projecteurs, démasquée. Ce n'était pas la colère qu'il avait déversée sur elle, c'était une vérité. Froide. Implacable. Méritée. Parfois, elle écrivait des lettres. Des excuses. Des supplications. Elle n'avait jamais compris, avant lui, ce que voulait dire regretter. Pas la peur de perdre quelque chose, non. Mais la honte de s'être menti à soi-même. Elle les postait. Il ne répondait jamais. Et un jour, au bout de quelques mois, elle le vit. C'était dans une galerie du Marais. Elle y passait par habitude, se réfugiant parfois dans les salles feutrées, espérant retrouver des fragments de sa vie d'avant. Il était là, seul, devant une toile rouge. Il portait un manteau sobre, un costume gris. Toujours aussi calme. Mais il n'était plus le même. Il avait ce quelque chose de libéré, de neuf. Il avait perdu du poids. Il paraissait plus jeune. Plus sûr de lui. Elle s'approcha. Elle ne savait même pas pourquoi. Elle tremblait. Elle avait préparé 1000 phrases, des mots de pardon, de douleur, de vérité. Mais il la regarda, et lui offrit un sourire. Un sourire parfaitement neutre. Vide d'émotion. Comme si elle n'était qu'un visage parmi d'autres. « Bonjour, Amélia », dit-il calmement. Elle ouvrit la bouche. Rien ne sortit. « Je suis heureux que tu ailles bien. Bonne soirée. » Et il la laissa là. Comme on ferme une porte, doucement. Définitivement. Ce soir-là, Amélia rentra chez elle, retira ses chaussures, s'assit sur le lit. Elle regarda longtemps le mur. Et comprit. Le pardon ne viendrait jamais. Parce qu'il ne restait plus rien à pardonner. Elle ne s'était pas seulement trompée de cœur.
Elle avait trahi l'un des rares hommes capables d'aimer profondément, silencieusement, sincèrement. Elle avait cru que l'amour était un jeu. Et elle avait perdu. Pas dans le vacarme, mais dans le silence parfait d'une vengeance qu'elle n'oublierait jamais.